Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, et pour les prochaines chroniques, on va s'amuser avec un quiz. Oui. Un quiz qu'on peut retrouver sur Éduc-à-loi. Oui, Éduc-à-loi. Qu'est-ce que c'est exactement, Éduc-à-loi? Éduc-à-loi, c'est un site québécois, donc par le gouvernement du Québec, qui vient vulgariser les normes juridiques. Donc, beaucoup d'informations juridiques fiables, donc qui c'est rédigé par des notaires, des avocats, qui vulgarisent certains sujets. Donc, ça peut être autant une question de passe alimentaire, droit de la famille, règlement de succession, rédaction de contrat, mise en demeure, droit criminel. Donc, il y a vraiment de tout. Puis, c'est un site d'information fiable. Donc, comme je me plais à dire dans mes conférences et tout ça, c'est que c'est pas parce que c'est en français que c'est québécois sur Internet. Donc, quand on cherche des informations juridiques et tout ça, ou même souvent des gens tapent pour une rédaction de testament, bien, ils vont peut-être trouver un modèle de la Belgique, mais qui n'est pas applicable au Québec. Donc, on a notre propre code civil, nos propres règles. Fait que même nos règles, c'est pas les mêmes qu'en Ontario, c'est pas les mêmes qu'au Nouveau-Brunswick. Donc, on n'a pas la même base juridique. Donc, il faut faire attention. Donc, il y a le site de la Chambre des notaires que je peux vous nommer, cnq.ca ou éducaloi.ca, qui sont des sources fiables d'informations juridiques québécoises. Alors, allons-y pour la première. Oui. Votre patron vous demande de vous déplacer au travail. Toutefois, il vous renvoie à la maison après 1 heure seulement, faute de travail. Selon la loi sur les normes du travail, il doit vous payer au moins 1 heure, 3 heures, l'équivalent d'une journée normale de travail ou aucune de ces réponses. Moi, je répondrais 3 heures. 3 heures. Bien, vous avez raison. Donc, votre employeur doit vous payer au moins 3 heures lorsqu'il vous demande de vous présenter au travail, même s'il y a du travail pour seulement 1 heure. Donc, cette règle s'applique si votre emploi est par nature autre que par bloc. Donc, l'exemple qui est donné, c'est le brigadier scolaire, c'est pas la même chose. Mais si vous êtes appelé à votre emploi, soit à l'usine ou au bureau, pour une période qui dure 1 heure, il y a l'obligation de payer 3 heures. OK. Vrai ou faux? Un couple qui se sépare, en passant, je n'ai pas les réponses. Alors, non, c'est ça. Un couple qui se sépare et qui a des enfants doit absolument aller au tribunal. Moi, j'aurais dit vrai. C'est faux. Parce qu'avec les enfants, c'est plus compliqué. Oui. C'est peut-être plus compliqué, mais il n'y a pas d'obligation d'aller au tribunal. Il y a une obligation de médiation. Donc, de rencontrer un médiateur et il y a des heures de subventionnées pour rencontrer un médiateur familial. Donc, même si une séparation peut être réglée à l'amiable, même si les ex-conjoints ont des enfants et des enfants à charge, on n'est pas obligé d'aller au tribunal. Ça peut passer par la médiation. C'est une obligation de médiation et non une obligation d'entente judiciaire. Combien de temps une victime d'agression sexuelle a-t-elle pour poursuivre son agresseur en dommages-intérêts? Bien, si on se fie un peu à ce qui se passe, moi, je dirais qu'il n'y a pas de période parce qu'on a vécu des cas où ça fait plus de 30 et 40 ans. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une période? Oui, vous avez raison. Donc, l'actualité nous aide à répondre à cette question-là. Oui. Donc, une victime d'agression sexuelle peut poursuivre son agresseur en dommages-intérêts, même s'il s'est écoulé plusieurs années depuis les événements. C'est une exception à la règle générale de ce qu'on appelle la prescription, qui est un délai de 3 ans de la survenance des faits. C'est pas la même chose que, je vais prendre une notion de notaire, qu'un vice caché sur une maison. Un vice caché sur une maison, je le découvre aujourd'hui, j'ai 3 ans pour entamer des procédures, sinon mon recours est éteint. En matière d'agression sexuelle, donc il n'y a pas de délai à ce moment-là pour porter plainte et la poursuite en dommages. Il n'y a pas de délai, Maître Dubé, mais ce qu'on a vu, parce que c'est des causes qui, dans un cas de 40 ans et l'autre en 1993, c'est très loin. Alors, il n'y a pas de délai, mais j'ai l'impression que plus la période est longue, moins les gens ont de chance. C'est une question de preuve, rétablir les faits, qu'il n'y ait pas de doute raisonnable de soulever lors du procès. Donc, ça a toute une nomenclature et des règles spécifiques au droit criminel à ce moment-là. Vous allez m'excuser de ne pas aller plus en détail là-dessus, étant donné que mon barreau est un petit peu loin dans ma tête, étant donné que j'ai choisi le métier de notaire. À partir de quel âge un jeune peut être reconnu coupable d'un crime? Moi, je dirais 16 ans. 16 ans? La réponse, c'est 12 ans. Donc, dès l'âge de 12 ans, un adolescent est responsable des gestes criminels qu'il pose. Toutefois, la loi prévoit des règles particulières pour punir un adolescent qui a commis un crime.
Donc, les peines, les façons de procéder sont différentes, mais à partir de 12 ans, nous sommes responsables de nos gestes criminels. OK. Et je suis surpris un peu, parce que 12 ans, c'est très jeune. Oui, c'est jeune. Mais on passe par un chemin différent. Donc, présentement, il y a un certain téléroman Radio-Canada qui a repris une facette comme ça d'un crime commis par un enfant de 12 ans. Donc, on a vu un peu plus la procédure à suivre lorsque c'est comme ça, mais il est responsable des gestes qu'il a posés. Vous êtes en couple depuis 22 ans. Vous n'êtes pas marié, mais vous avez 3 enfants. Vous décédez sans avoir fait de testament. Quelle part de l'héritage recevra votre conjoint? 0. Donc, si on a bien écouté nos chroniques avec Maître Sanson... Moi, parce qu'on a tellement parlé des testaments et de l'importance des testaments, et surtout, vous avez insisté souvent sur les personnes qui n'étaient pas mariées de se marier, parce que ça réglait bien des problèmes. Se marier, faire notre testament au départ. Peut-être pas se marier, là, toujours, mais au moins faire notre testament. Mais c'est vrai, si les gens ont été assidus à nos chroniques, j'en ai parlé souvent, Maître Sanson aussi. Puis là, ça, c'est vraiment une question de notaire. Là, je vais peut-être un peu plus élaborer. Donc, lorsqu'on n'est pas marié, notre conjoint, je vais ajouter non marié et on n'a pas de document de fait, pas de testament de fait, le conjoint reçoit 0. 0, 0, 0 plus 0 égale 0. 0. Les bémols ça, que je l'ai dit souvent. Puis souvent, comme notaire, tu sais, les chroniques, on essaie de trouver des sujets, d'être inventif et tout ça, mais on ne dira jamais assez souvent cet élément-là. C'est sûr que le bémol que je mets toujours, c'est que si vous avez mis votre conjoint bénéficiaire sur votre police d'assurance vie, là, il va recevoir l'assurance vie. Si vous êtes conjoint de fait, il va recevoir la Régie des rentes parce que c'est une loi fiscale. Mais au niveau civil, votre maison, votre auto, votre REER, votre CELI, votre compte de banque, ça n'ira pas au conjoint si vous n'êtes pas marié et si vous n'avez pas fait de testament. Si vous êtes marié, on se rappelle... Bon, mais un des deux, là, parce que moi, je pensais que le mariage était aussi réglait des problèmes par rapport aux enfants. Là. Il règle un tiers. Donc, si je ne fais pas de testament, jamais. Je ne suis pas mariée, mon conjoint a 0. Je me marie, mon conjoint va avoir 1 tiers. Les enfants, 2 tiers. OK. Donc, le mariage ne règle pas tout. Parce qu'il n'y a pas de testament. Parce qu'il n'y a pas de testament. OK. C'est ça. Le mariage ne règle pas tout. Donc, vous avez peut-être vu aussi, il y a une nouvelle publicité de la Chambre des notaires qui utilise ces affirmations-là. Au départ, les gens, « Ah, ben si mon conjoint paye l'hypothèque, puis moi, je paye le reste, je suis correct. Si je suis conjoint de fait, je vais recevoir sa Régie des rentes, je n'ai pas besoin de faire de testament. » Donc, c'est important de consulter aussi selon notre propre situation, parce qu'on a des particularités parfois qui s'appliquent à nous. Mais il faut se souvenir que sans testament, non marié, le conjoint a 0 en matière de règlement de succession. Ça va aux enfants. Ça va aux enfants. Est-ce que le message passe, Maître Dubé? Oui. Je pense parce que oui, qu'on en a tellement plus. parlé. Là. Est-ce que les gens sont plus conscients de l'importance? Parce que, bon, il y a beaucoup maintenant de conjoints de fait. Là. Avant ça, tout le monde se mariait. Là. Ça a bien changé. Beaucoup de conjoints de fait, beaucoup de familles reconstituées. Aussi, le contexte de la pandémie et tout ça fait réfléchir les gens. Donc, les gens revisent leurs documents. Certains apportent des modifications. Certains décident de le faire parce que là, ils ont décidé que ça faisait trop longtemps, qu'ils vivaient dangereusement. Puis c'est un cadeau à faire à ceux qui vont rester aussi. Donc, c'est sûr que nous, lorsqu'on est décédé, on ne voit pas ce qui se passe. Mais si on veut éviter beaucoup on dit tant de tracas, de chicanes, de délais, d'incompréhension, on laisse un écrit. Puis on laisse un écrit à quelqu'un qui nous a entendu le dire, qui est le notaire, qui peut transmettre également dans quel contexte ça a été fait, parce que c'est pas toujours évident de faire son testament. Là, on a des familles de plus en plus éclatées et ensuite reconstituées. Il y a des choses qui se passent. On n'a pas les mêmes relations avec chacun de nos enfants. Il y a des fois des contextes d'entreprise où il y a eu des intégrations dans l'entreprise. Il y a un enfant qui, lui, n'est pas intégré dans l'entreprise, a décidé de faire autre chose. C'est correct aussi. Donc, le notaire est là aussi comme courroie de transmission par son document, de vraiment exprimer votre volonté, puis d'exprimer aussi le contexte dans lequel la décision s'est prise si le parent n'a pas fait ce travail-là de son vivant.
parce que oui, j'ai des parents qui s'assoient avec leurs enfants puis qui vont expliquer le pourquoi de leur décision dans leur testament, puis il y en a d'autres que non. Donc, parfois, on a des surprises, des gens qui sont surpris lorsque le testament est dévoilé. Fait qu'on essaie d'être facilitant comme ça. Puis, il m'est arrivé aussi qu'il y a des gens qui ont laissé des messages pour ceux qui allaient s'occuper de leur règlement de succession sans qu'il soit écrit dans le testament. Donc, ça touche toujours les personnes lorsque, justement, il y a soit des messages qu'on a laissés au notaire qu'on doit livrer après le décès ou, justement, le contexte dans lequel ça s'est signé. Ça ne doit pas toujours être évident. Non, c'est pas toujours évident. Ça vient toujours nous toucher aussi. C'est comme quand on a un client qui décède et tout ça. On a une historique avec les personnes. Fait qu'on ou c'est peut-être moi qui est trop sensible aussi, je ne sais pas. Mais ça fait toujours quelque chose. OK. Et on y va pour la dernière question. Pour décider de la garde d'un enfant, un juge doit favoriser la mère, le père, une garde partagée. Aucune de ces réponses. C'est embêtant. Moi, je dirais la mère. La mère, c'est beaucoup ce que l'on croit. La mère. Puis, si vous iriez dans les plus jeunes, je dirais, bien, c'est la garde partagée. Donc, c'est... On voit de plus en plus de gardes partagées et tout ça se fait à l'amiable. Mais oui. Il y a plusieurs années, quand les familles ont commencé à s'éclater, on voyait beaucoup que l'avantage était à la mère. Est-ce que ça a changé? Puis beaucoup de tiraillements et tout ça. Bien là, de plus en plus, la société évolue, les pères s'impliquent de plus en plus aussi. On le voit avec l'établissement aussi d'un congé parental pour le père. Puis la garde partagée n'est plus standard de ce que l'on connaît une semaine. Maintenant, il y a des... 3 jours, 4 jours, là, je ne suis pas trop au courant de toutes les règles, là, mais il y a plusieurs manières d'établir une garde partagée. Fait que le juge, lorsqu'on se rend en garde, justement, qui est établie par le juge, la réponse, c'est aucune de ces réponses. On n'a pas à favoriser la mère, on n'a pas à favoriser le père, ni une garde partagée. Il faut vraiment... le seul critère qui compte, puis qui a toujours été, c'est l'intérêt de l'enfant. Donc, il faut voir avec tous les intervenants, puis autant le père, la mère, qu'est-ce qui est le plus avantageux pour le développement de l'enfant, l'intérêt de l'enfant. Donc, ça, souvent, lorsqu'on se sépare, c'est très émotif. Donc, on est au niveau d'ici, il faut se ramener ici, puis il faut garder en tête que c'est l'enfant qui doit être priorisé, mais dans l'émotion, des fois, on veut plus prendre l'intérêt à nous comme parents, mais c'est vraiment l'intérêt des enfants qui doit tenir lieu d'être lorsqu'on prend les décisions lors d'une séparation. Donc, c'est ce que le juge va trancher vraiment en faveur de l'enfant et non en faveur de la mère, en faveur du père, en faveur d'une garde partagée. C'est pas ça, c'est vraiment ce que l'enfant je pense qu'il y a une belle évolution qui s'est faite là-dessus. Que là, maintenant, on voit beaucoup plus de gardes partagées, et tant mieux, là, parce qu'on a besoin des 2 parents. Oui, parce que souvent, les 2 parents travaillent. Les 2 parents sont impliqués également aussi, doivent également être impliqués dans l'éducation des enfants, puis et tout ça. Puis, donc, le temps est partagé entre les 2 parents. Puis, tu sais, c'est une période de la vie qui n'est pas évidente lorsqu'elle arrive. Puis, il faut vraiment penser aux enfants là-dedans. Penser à nous, oui, pour être bien, mais penser aux enfants également qui vont le vivre parfois plus que nous, cette situation-là, donc qui changent de maison à toutes les semaines. Donc, je ne parle pas à travers mon chapeau, là, mes propres enfants ont vécu, ils le vivent encore, là, mais il faut se mettre dans leurs souliers à eux aussi, leur donner, comme je disais, le coffre d'outils nécessaire pour que ça se passe bien puis qu'on puisse s'entendre. Comme il y a des couples qui s'entendent, même après séparer, s'entendent très bien, tout va bien, puis d'autres ne sont pas en mesure de se côtoyer ou même de se croiser. Donc, et le juge va y aller par rapport à ce qui est proposé. Proposé, puis l'intérêt de l'enfant. C'est dans l'intérêt de l'enfant. Fait que, tout ça, on a abordé 6 sujets qui ne sont pas nécessairement notariaux, mais qui permettent de juste peut-être faire penser à d'autres choses, puis sur notre situation, qu'est-ce qui peut s'appliquer. Puis, comme notaire, mais on a à côtoyer des gens. On parle de garde partagée, on parle de divorce, on parle d'actes criminels et tout ça. Parfois, même comme notaire, on a à jongler avec ces notions-là. C'est sûr qu'on consulte, on s'adjoint des avocats lorsque c'est des matières litigieuses, mais juste, on parle de
garde d'enfants, garde partagée, tout ça, souvent, il y a une résidence impliquée là-dedans. On a à faire, parfois, lors de séparation, la transaction sur la résidence. Donc, on a à bien comprendre les règles qui ont été établies dans le jugement de séparation, de divorce ou de médiation. Donc, on a à appliquer par des écrits les décisions qui ont été prises. C'est pour ça, même si elle ne parle pas de choses de notaire ce matin, par la bande, on a parfois à jouer avec ces notions-là. Je ne dis pas à criminel, non. Là, on n'a pas à aller là-dessus. Mais tout ce qui est civil, à un moment donné, dans certains dossiers, ça vient s'entrecouper. Très intéressant. Donc, revenez-nous dans 2 semaines pour notre chronique juridique, le quiz Éducalois. Vous pouvez aller sur le site éducalois.ca pour voir ce quiz et peut-être répondre aux questions vous-même et faire le test avec nous. Donc, la prochaine chronique, on partira de la question 7. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, Maître Dubé, que vous pouvez rejoindre ici au 248-57-77 et service juridique Mallette au 14 Chemin des Poiriers à Montmagny. Ça complète. On se retrouve dans 2 semaines. Merci. Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.